Bonjour à tous, bienvenue à cet épisode de Deux Fiscalistes, un podcast. Je me présente, professeur Reggie, avec Gérard et Victor. Monsieur Laroucaire, invité encore une fois aujourd'hui, puisqu'on a un sujet assez intéressant, où on va obtenir ses inputs et qui sont un petit peu, des fois, bref, je crois que chaque personne ici à l'entour de la table a sa propre opinion sur le sujet, donc ça va être intéressant. Sujet d'aujourd'hui, les gains exonérés d'impôts. Et si on a le temps, les gains de la criminalité, le traitement des gains de la criminalité. Donc, commençons. Si on commence ça bien simple, au Canada, on doit s'imposer sur nos sources de revenus. Selon la loi, selon l'article 3, si jamais il y en a qui sont intéressés à les lire directement. Donc, l'alinéa 3A nous dit qu'on doit s'imposer sur nos sources de revenus. Jay, qu'en penses-tu? Il y a une petite nuance, en fait. Sur nos sources de revenus, oui, il y a des définitions de sources de revenus. Revenu d'emploi, revenu de bien, revenu d'entreprise, puis toute la définition d'entreprise qui est quand même complexe dans la loi de l'impôt, mais la clause est plus large que ça. Et par contre, on comprend que la jurisprudence agit autrement, là, mais oui, sources de revenus. On peut demander, Gérard, qu'en penses-tu de cette clause, puisque à l'article 3, on nous dit qu'on doit s'imposer sur nos sources de revenus, notamment, et sans c'est limité, là, on nomme les revenus, les revenus d'emploi, les revenus de biens, etc. Je sais que tu pourrais nous faire un exposé de 1 heure là-dessus, mais en 1 minute, qu'en penses-tu de cette chose qui vient un peu limiter les sources de revenus au Canada? C'est la jurisprudence qui vient limiter. Normalement, on devrait imposer sur tout revenu. Ah, ça va être beau, ça. Sourcé ou... Les deux, on est pareil en ce moment. Ça va être beau, ça. Ça va Moi, partir. je suis très... C'est quoi le... C'est quoi... Merci, non. merci. Non, Je mais... suis très Carter, et donc c'est pas compliqué. Un revenu, c'est tout ce qui augmente A la buck is a buck. puissance économique d'un contribuable. Source de revenus et non revenus. J'aimerais juste que tu utilises la bonne expression, s'il te plaît, Victor. Une source de revenus au Canada, c'est bien, on comprend. Oui. J'ai un chat à dire parce que Victor m'a repris juste avant qu'on commence le podcast en me disant que ce n'était pas un revenu, mais une source de revenus qu'il fallait dire. Donc, ça me fait très plaisir de pouvoir le reprendre maintenant. Donc, première chose qu'on doit se demander, c'est quoi une source de revenus? Une source de revenus, selon l'interprétation de la jurisprudence, ce n'est pas du capital. Ça me dit pas plus c'est quoi ça. C'est quoi du capital? Eh bien, on va prendre l'exemple de l'arbre fruitier. C'est l'exemple qui est pris par la jurisprudence. Le capital, c'est l'arbre et les fruits, ce sont le revenu. Donc, le revenu, à la base, c'est une source de revenu, à la base, c'est un montant qui a un caractère récurrent, habituel et prévisible. Et ça nous provient de l'arrêt Cranswick. Et là, avec ça, il y a certains éléments qui ont été exclus de revenus, notamment les gains fortuits, les héritages, les dons, les revenus découlant de passe-temps et la loterie. Ça, c'est tous des éléments qu'on va discuter. On se lance dans les exclusions. Je vais nuancer un peu. Vas-y. Là, on a parlé juste de 3A, qui est l'imposition des sources de revenus, pour faire plaisir à tout le monde ici. 3B permet d'imposer le gain en capital. Oui. Donc, l'arbre. Quand tu vends l'arbre, Quand tu vends l'arbre, tu gain t'imposes capital. grâce à 3B. Mais avant 1972, tu n'avais même pas à t'imposer quand tu vendais l'arbre. Ça, je le comprends. Mais depuis 1972, on s'impose quand on dispose de l'arbre. Mais Tristement, pas sur tout l'arbre. Sur le gain qu'on réalise sur l'arbre, pas sur tout l'arbre. Oui, effectivement. Je parlais du taux d'inclusion. Ah oui, c'est vrai. Ah, le taux d'inclusion, c'est vrai. À 50% de la du croissance gain, de l'arbre. de la croissance de valeur dans l'arbre, 50%. Exact. Maintenant, qui va augmenter à 66 et 2 tiers. Mais là, je tiens quand même à préciser, quand on parle de loterie, c'est pas une source de revenus. C'est là où est-ce que je veux vraiment nuancer, puis je voulais vraiment nuancer, c'est qu'il y a un article de loi qui dit clairement que la loterie n'est pas imposable. On va finir avec la loterie. On va finir avec la loterie, parce qu'on va faire les autres avant. La loterie, c'est celui qui va nous prendre le plus de temps. Fait que c'est... Puis aujourd'hui, on va également faire de l'analyse de jurisprudence. Correct. Fait qu'on va avoir également un petit débat entre Victor et Gérard. Aujourd'hui, ça va être intéressant. On va revenir tantôt. Revenons donc en arrière pour la source de revenus. OK, je suis d'accord avec toi. Source de revenus, c'est ce que tu as nommé. Donc, certains éléments sont exclus d'une source de revenus et ne sont pas imposables. Fait que quels sont les montants qu'on peut recevoir au Canada et qu'on ne paiera pas d'impôt là-dessus? Premier, c'est les gains fortuits.
qu'est-ce qu'un gain fortuit? Je vais vous présenter une jurisprudence, messieurs. C'est justement l'arrêt Cranswick. C'est un peu la base de ça. En anglais, on dit un gain fortuit, c'est un windfall. Aux États-Unis, c'est imposable. Au Canada, ça ne l'est pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans l'arrêt Cranswick? On avait une société qui était Westinghouse Canada, ou WCL, dont l'actionnaire majoritaire était Westinghouse Electric Corporation, WEC. Donc, je répète, on a WEC qui détient WCL et il y a d'autres actionnaires de WCL. WCL devait vendre ses actifs, et etc., à un prix X à une société américaine. Et l'offre avait été acceptée, mais malheureusement, ça n'a pas pu aller de l'avant pour des raisons, de ce que je comprends, là, des raisons plus légales, de licence, etc. L'autorisation, elles n'ont pas obtenu l'autorisation requise par la loi sur l'examen de l'investissement étranger. WCL s'est revirée de bord. Elle a vendu ses actifs à une autre entité, mais pour un prix plus bas, pour cesser ses activités. Fait que WCL vend ses actifs, elle a du cash, et WEC, qui est son actionnaire, s'est tourné vers les autres actionnaires et a dit, vous avez le choix. Je vous rachète vos actions pour un montant de 26 $ ou je paye vos actions. Donc, si je rachète, c'est WCL qui rachète ses actions. Ou je vous achète vos actions directement pour 3,35 $. Et les autres actionnaires ont décidé de vendre leurs actions pour 3,35 $. L'ARC a contesté la transaction et les autres actionnaires ne se sont pas imposés parce qu'ils ont dit que ce n'est pas une source de revenus. L'ARC a contesté la transaction en disant « c'est une source de revenus, c'est un revenu de bien qui découle des actions que vous possédiez. » Et les contribuables ont challengé en disant « non, ce n'est pas une source de revenus. » Et, je vous dis immédiatement le punch, le juge a examiné l'arrêt Cranswick et a considéré que le paiement était un bénéfice inattendu, donc un gain fortuit. Et la raison pour ça, c'était que les contribuables, les actionnaires, ne possédaient aucun droit d'action à l'égard du paiement, ils ne pouvaient pas l'exiger. Aucun effort et aucune sollicitation n'avait été faite en vue d'obtenir le paiement. C'était WEC qui avait décidé de payer directement. Le paiement a été imprévisible et inattendu. Il ne s'attendait pas à ce que WEC compense. Et WEC avait un peu fait ça en disant « là, vous ne pourrez plus me poursuivre après ». Et il n'a pas été fait en contrepartie de biens ou services et ne présente aucun caractère de récurrence. On se rappelle, pour avoir une source de revenus, ça prend un caractère habituel, récurrent et prévisible. Et le paiement qui avait été fait ne respectait pas ces critères-là, selon le juge. Pourquoi l'ARC n'a pas attaqué? Parce que je regarde les années, le gain en capital semblait être en vigueur. Pourquoi ils n'ont pas essayé d'attaquer, de présumer que c'est un gain en capital? Je ne le sais pas. Mais ça reste que avec ces critères-là, ce fut considéré comme un gain fortuit et donc les actionnaires de WCL ont été en mesure d'empocher le montant libre d'impôt. Fait qu'un gain fortuit, par la suite, c'est ressorti. L'ARC, puis ça, c'est disponible en ligne. Le folio S comme Sébastien, 3, F comme Frédéric, 9, C1, gain de loterie, encaissement de divers produits et produits de la criminalité. Mentionne tous les critères qui doivent être respectés pour être en situation d'un gain fortuit. Donc, un gain fortuit, sommairement, par exemple, je trouve 20$ par terre en marchand, c'est un gain fortuit. Je peux le garder, je n'ai pas à m'imposer dessus. Donc, les critères sont le contribuable ne disposait d'aucun recours à l'égard de son paiement. Le contribuable n'a fait aucun effort soutenu pour obtenir le paiement. Le contribuable n'a ni recherché ni sollicité le paiement. Il ne s'attendait pas à recevoir le paiement, ni expressément, ni selon l'usage. Le contribuable n'avait aucune raison de croire que le paiement se répéterait. Le paiement ne provenait pas d'une source habituelle de revenus pour le contribuable. Le paiement n'a pas été fait en contrepartie ou en reconnaissance de biens ou services ou quoi que ce soit, ni de quoi que ce soit fourni par le contribuable. Et le paiement n'a pas été engagé par le contribuable par suite d'une quelconque activité ou poursuite de profit, ni de quelque autre manière. Fait que si vous recevez de l'argent et que vous respectez ces conditions-là, normalement, vous pouvez garder cet argent-là libre d'impôt. Fait que la question que tout le monde pose tout le temps à tous les fiscalistes, comment est-ce que je fais pour gagner de l'argent et pas payer d'impôt? Ayez un gain fortuit. Maintenant, comment vous pouvez avoir un gain fortuit? Vous devez respecter les 8 critères qui sont pratiquement impossibles à respecter. Ce qui est le coup est En fait, ça ne peut pas être prémédité un peu. Il ne faut pas s'y attendre. Ouais. Il ne faut pas s'y attendre. Ça peut pas être prémédité. Il faut prévoir un pas truc. s'y attendre, ouais. Fait qu'un salaire, malheureusement, ça ne convient pas. Un dividende, ça ne convient pas. Et
un gain en capital, c'est imposable selon l'ANEA 3B. Exact. Mais bon, la bonne nouvelle, si vous trouvez 20 $ par terre, ne vous inquiétez pas, vous avez le droit de le garder. Non, mais c'est bien. Si on trouve quelque chose, si on reçoit un héritage... Héritage, c'est un autre. C'est pas considéré comme un gain fortuit, mais c'est en soi, c'est comme un don. Un héritage, en fond, c'est un don du décédé. Si la personne est vivante, on va dire un don. Et oui, un don, t'as raison, un don, c'est un autre élément qui n'est pas imposable pour le bénéficiaire. Exact. Fait que parents donnent 100 000 $ à enfants. Encore là, il faut faire attention, parce qu'il y a des règles d'attribution. Mais si c'est vraiment un don qui a zéro contrepartie reçue, un don reçu, normalement, n'est pas imposable. Mais une société peut difficilement faire un don à quelqu'un. Par exemple, je vois déjà des gens qui, ma société va donner à mon enfant ou donner à ma femme. Ça marche pas. Don't do that. Non, ça fonctionne pas. Don't do that. Ne faites pas ça à la maison. Consultez un fiscaliste avant de faire ça. Vous n'allez pas du tout aimer les conséquences qui vont en découler. Fait que ça, c'était pour les gains fortuits. Je ne sais pas si vous, messieurs, vous auriez quoi que ce soit à ajouter par rapport à ça. Non, ça fait le tour. Mais juste pour l'arrêt Cranswick, je pense que c'est quand même important pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent. Si tu reviens un peu en arrière, normalement, ça aurait été du gain en capital, le montant. On le sait pas. Le juge n'en a pas parlé. Le juge n'en a pas parlé, mais pour que quelqu'un qui nous écoute, qui recevrait un produit de disposition suite à la disposition d'une action, dans la mesure où c'est pas du revenu, ça devrait normalement être imposable, taxé comme du gain en capital. C'est pas... Question de fait, je pense que j'examinerai la situation. Je sais pas. Si Cranswick a passé, il est arrivé quelque chose. Ici, il n'y a pas eu nécessairement, de ce que je comprends, les actionnaires ont vendu puis ont reçu une prime pour compenser. Cranswick. Ça pourrait simplement être parce que l'ARC a jamais essayé de recotiser en vertu 3B. Ben, ça s'est rendu jusqu'à la cour d'appel. Ça s'est rendu jusqu'à la cour d'appel. Je veux dire, il y avait le temps là, de recotiser. Là. Non, si c'est prescrit, en ce moment, l'ARC doit contester la ça date de des années 80. Là. Ça faisait quand même quasiment 10 ans que le gain en capital était dedans. Puis là, on parle de... Mais la décision a été rendue en 80. Les faits sont passés quand? Ça a été fait avec la loi de l'impôt de 1952. Fait que c'était avant. Okay, sauf que ça reste que je regardais l'année les actionnaires ont vendu en 1976. C'est pour ça que j'ai de la misère à comprendre pourquoi ils n'ont pas attaqué avec le gain. Malheureusement, je n'étais pas né dans ces années-là. Fait que, ça vaut quand même la peine de revenir là, à ce que je disais au départ. 3A, c'est les revenus, c'est ce qui a été attaqué dans Cranswick. 3B, c'est le gain en capital. C'est une autre manière de passer à l'impôt de la partie 1. Oui, mais faites attention, ne faites pas exactement, comme je dis, consultez votre fiscaliste avant de dire que vous avez un gain fortuit. Puis on verra par la suite ce qu'il en pense. Mais un autre élément qui n'est pas imposé, ou plutôt ça dépend, c'est les gains de loterie. As-tu quoi à nous dire par rapport à ça, Jay? Oui, en fait. C'est ce que je revenais au départ. Donc, tu sais, quand tu parlais vite que les gains de loterie ne sont pas imposables, ne constituent pas une source de revenus de manière très large, on va qualifier ou limiter ce commentaire-là, si ça ne te dérange pas. Premièrement, on va aller, dans ma distinction, je parle depuis le début, là, il y a deux manières ou deux sources d'imposition à l'impôt de la partie 1. On ne va pas rentrer puis mélanger tout le monde avec les différentes parties de l'impôt. Normalement, quand on parle d'impôt de la partie 1. L'impôt régulier. C'est juste l'impôt. Ça régulier. Plus simple. Oui, les revenus, puis de l'autre bord, le capital. Donc, on taxe le capital. Clairement, un article 42F qui permet de dire non, le gain lié à la loterie, même le pari collectif, puis on va en parler tantôt, n'est pas imposable. Donc, en termes de capital, c'est pas imposable. Je peux pas dire, j'ai reçu un produit de l'auto, 5 millions de dollars, c'était du capital, je m'impose combien de capital? Ça, non. Je peux jamais rentrer à 3B. Par contre, il n'y a rien qui m'empêche spécifiquement de rentrer à 3A. Sauf si on se qualifie dans les critères de gain fortuit. On va prendre le même folio que tu mentionnais tantôt de l'ARC, qui qualifie un peu le gain tiré du jeu, puis la dernière phrase que tu as faite, puis la dernière phrase ou la dernière condition que tu as mentionnée par rapport au gain fortuit m'intéresse beaucoup. Le paiement reçu n'a pas été gagné par le contribuable par suite d'une quelconque activité ou poursuite de profit. Si on joue à la loterie, si on joue au poker, peu importe c'est quoi le jeu, on joue pour gagner du profit, c'est l'essence même du jeu. Je pense que vous êtes tous d'accord. Je ne joue pas au poker, je ne sais pas. Ultimement, on joue pour gagner de l'argent. Ah, puis okay. Tu paries. Je pensais que c'était pour le plaisir d'être entre boys avec un petit verre, puis... Tu peux le faire pour le plaisir d'être entre boys avec ça. Il pourrait ne pas y avoir d'argent en jeu, mais genre boys, mais ça peut être aussi entre girls. Mais... Entre humains. Entre humains. On peut le faire en personne dans l'objectif de juste se faire du fun, mais normalement,
le jeu de paris, le jeu de hasard, il y a un grand aspect. Les joueurs jouent beaucoup pour le thrill d'avoir de l'argent, de pouvoir gagner un montant. Ça fait partie, c'est comme, it's embedded, ça fait partie intégrante du jeu en tant que tel. Puis bon, la RC dit, justement, par contre, la RC reconnaît donc que c'est excessivement difficile de juger si le jeu de paris, le jeu de hasard constitue un revenu, parce que de manière normale, un des critères qu'il y a dans le jeu de paris, habituellement, c'est on veut gagner de l'argent. Donc ce critère-là, il est moins applicable, il est plus difficile à appliquer. Alors, rentrons ici un peu dans de ce que la RC dit. Les activités de jeu peuvent entraîner pour un particulier ou peuvent être un revenu. Ça, c'est ce qu'il faut se dire à la base. Par contre, les gains de jeu qui viennent d'une pure chance, c'est pas considéré comme une activité commerciale. Il faut ultimement que dans le jeu, la RC est capable d'établir qu'il y a une forme d'entreprise, un projet commercial derrière le jeu pour pouvoir dire « Ah, tu t'es comporté plutôt comme une entreprise ou comme un entrepreneur », ce qui nous permet de dire que c'est une source de revenus à 3A. Donc, en gros, si j'exerce mon jeu comme un entrepreneur, ouais. Dans ce cas-là, je sors du cadre de mon gain de loterie. Par exemple, je fais des gratteux, je gagne 100 000 $ à la poule aux œufs d'or. Là, c'est pas la même chose. Si on prend le poker, ça peut être le blackjack, ça peut être n'importe quel élément. Si on agit comme un entrepreneur, comme une personne d'affaires, qu'on calcule, qu'on met des efforts, bref, qu'on se forme, on va voir de la jurisprudence par rapport à ça. Exact. Là, on est plus vers une entreprise ou un projet à caractère commercial. Tout à fait. Sachant que l'expression consacrée par la jurisprudence, c'est homme d'affaires sérieux. C'est ça. Ouais. Si je me comporte comme un homme d'affaires sérieux ou une femme d'affaires sérieuse, je me retrouve... Malheureusement, c'est vraiment homme d'affaires. Mais c'est vrai qu'ils visent les deux ici. Là. Malheureusement. Essaye pas de nous faire cancel, toi. Tu seras plus invité. Au contraire, je fais une dénonciation. Non, la jurisprudence porte clairement la qualification d'homme d'affaires sérieux, puis ça devient presque ludique quand on lit les décisions sur la loterie, parce que les contribuables cherchent clairement à dire « Mais non, je faisais ça pour me faire du fun. J'arrivais sous. Quand je jouais au poker, je faisais la fête jusqu'à 3 h du matin, puis je me présentais aux tables après. » C'est fou, là. Les jurisprudences sont vraiment intéressantes. Bonjour. Mais la question que je me pose, parce qu'à la base, les gains de loterie, je comprends les gains fortuits, mais on s'entend que le gouvernement aurait pu aisément dire les gains de loterie sont imposables comme aux États-Unis, par exemple. Ouais. Pourquoi, selon vous, moi, c'est des rumeurs que j'ai entendues, je ne sais pas exactement pourquoi, mais pourquoi, selon vous, les gains de loterie n'ont pas été imposés à l'origine? J'ai entendu une rumeur que je trouve qui est raisonnable, logique et raisonnable, mais... J'arrive pas à me l'expliquer, honnêtement. Je peux pas... Si tu imposes les gains de loterie, normalement, il faut que tu puisses déduire tes pertes de loterie. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et ici, le gouvernement va-tu être beaucoup plus gagnant en imposant les gains et en admettant les pertes? Ou va être beaucoup plus gagnant en disant... Ce n'est pas imposable, non déductible, mais si jamais tu te comportes comme une personne d'affaires sérieuse... C'est toujours possible de je peux répondre exactement à la question. Parce qu'en fait, dans le rapport Carter, la question s'est posée. Ouais, le fameux rapport Carter. Et le rapport Carter le dit, on impose les gains de loterie. Mais pas les pertes. Mais pas les pertes. C'est après, quand ça a été discuté, que les gens qui ont eu ce raisonnement-là ont dit « Ah non, mais si on impose les gains, il faut qu'on puisse déduire les pertes. » Je suis d'accord. Si tu me dis que c'est une entreprise, il faut que tu puisses accepter mes pertes. Mais l'un n'empêche... Il y a une nuance à dire c'est une entreprise. Ça se peut que ce soit pas une entreprise. Ou tu pourrais juste faire comme dans les biens à usage personnel puis limiter les pertes contre le gain. Oui, mais l'on dit c'est un usage personnel, c'est des biens qui généralement vont perdre la valeur, etc. Puis ça cette partie-là du rapport Carter, je l'ai lu. Puis je comprends qu'il l'ait refusé, mais c'est parce que là, une loterie, veut pas, c'est un investissement en temps. Ça revient au passe-temps. Un passe-temps, techniquement, si vous êtes capable de prouver que c'est un passe-temps, c'est non imposable. Mais si vous dites que c'est un passe-temps, que là, il devient pas mal lucratif, etc., là, c'est plus un passe-temps, c'est rendu une activité commerciale. C'est plus et vous devez vous imposer. Au gain fortuit, mais c'est en vrai, tu peux tes gains de... Ton activité d'entreprise, c'est faire... Oh là, je vais aller sur ton terrain, donc non. Ah, c'est comme ça. Si ton activité commerciale, c'est faire du poker, tu peux déduire tes frais de poker. Oui, si c'est ton activité commerciale. Donc, on n'est plus dans les gains de loterie, là. On est rendu dans une activité commerciale. Mais là, on parlait juste des gains de loterie, là, de quelqu'un qui fait un gratteux, là, juste ici et là, qui achète un en petit... général, non imposable. Normalement, c'est le jeu. Puis, il y a clairement une distinction dans la jurisprudence entre la loterie. Donc, j'ai des gratteux, parce qu'on s'entend, tu peux pas vraiment mettre... Il y a des gens qui achètent des gratteux en quantité assez importante. Le 6,49, etc. C'est pas pour rien que l'Auto-Québec est riche. Là. Mais tu peux pas atténuer ton risque. Tu peux pas avoir un système en achetant des gratteux te permettant de prévoir des revenus.
Je comprends, mais sauf que si on avait décidé d'imposer le gain de 6,49, on aurait dû pouvoir déduire l'achat des billets si tu en achètes plusieurs. Et tu peux en acheter beaucoup avant de gagner. On n'est pas obligé, on peut légiférer comme on veut. Honnêtement. Les gars, présentez-vous pas comme ministre, hein? Ça va pas être le fun tantôt, l'imposition au Canada. On impose tout. Je suis pas en train de dire que ça devrait être fait, mais je suis en train de dire que c'est possible de légiférer comme on veut. En principe. Oui, c'est sûr. Légiférer, je veux dire, il y a une chambre des communes, il y a des gens qui discutent. Là, à un moment donné, il faut une certaine logique mais en tant que société, et de la raisonnabilité. En tant que société, on peut se parler, puis ce qui est considéré raisonnable est variable. Aux États-Unis, c'est imposable. Est-ce qu'on peut déduire chaque fois qu'on achète un billet de l'auto aux États-Unis? Je sais pas. Je sais pas. Non. Mais c'est... en fait, je vois pas trop le raisonnement de cet aspect de... Si on impose le revenu de loterie, il faut forcément autoriser les dépenses de loterie. Rien n'empêche. Pas forcément, c'est logiquement. Pour avoir un traitement... Je sais que la loi d'impôt ne force pas le traitement miroir. Donc, on peut très bien avoir un montant qui est imposable et lorsqu'on fait une perte, ne pas le déduire. N'empêche que, normalement, toute la logique va dire qu'on va imposer le montant de gain. A buck is a buck. Dans le rapport Carter, c'est tu as accru ton pouvoir d'achat, tu as accru ta richesse. Ben, si j'achète des gratteux de manière compulsive à chaque semaine, puis dans le but de gagner, parce que si j'achète mes gratteux, c'est dans le but de gagner. Je veux gagner quelque chose. C'est un bug de revenu, c'est pas un bug de dépense. Hein. Ben, buck is a buck. Si je dépense dans le but de gagner un revenu, retourne à la base. Une dépense, pourquoi c'est déductible? Une dépense n'est pas déductible, sauf c'est dans le but de gagner un revenu d'entreprise ou de bien. Ce serait peut-être une perte en capital, l'achat de loterie. Ça pourrait être une perte en capital. Tu achètes un bien en espérant que le bien te rachète quelque chose. Peut-être une perte en capital. Mais là, je rejoins Victor. Ben à ce moment-là, il veut que les gains et les pertes soient inclus à 100%. Ben parfait. Je vais prendre 100%. C'est la même chose. Et après, au niveau de la politique, il y a aussi que moi, par titre personnel, je préfère imposer le revenu non gagné que le revenu gagné. Je préfère moins imposer le travail et plus imposer les gains de jeu. On lui demande de quitter maintenant ou on regarde Mais non, mais c'est un choix. Retournons un peu là. C'est un choix, je préfère gagner le... Pour pas perdre personne, je tiens quand même à préciser de manière générale. Le gain de jeu, c'est reconnu par le blanc contre la reine. C'est pas imposable, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Donc, de prime abord, quand quelqu'un vient vous demander est-ce que le gain de jeu est imposable, de prime abord, la réponse est non. Est-ce que c'est le moment des jurisprudences? Pas encore. Ah, OK. Pas encore. Par contre, comme on l'a dit tantôt, le jeu commence à être imposable quand il s'apparente à une entreprise. Qu'est-ce que c'est une entreprise? Il faut qu'il y ait un degré d'organisation dans le jeu. Il faut qu'il y ait l'existence de connaissances, toujours selon la RC, de connaissances spéciales ou de renseignements privilégiés qui vont permettre aux contribuables de réduire l'élément de chance. C'est ce qu'on parlait tantôt. Là. Quand tu joues à la loterie, il n'y a aucune manière de réduire l'élément de chance. Tu n'as pas de système en place qui pourrait dire je vais acheter ce gratteux-là parce que celui-là, celui-là, il va être gagnant. Je suis persuadé que je vais demander à quelques personnes qui sont assises 18 heures par jour devant une machine, ils vont te dire le contraire de toi. Mais, bon, ça, c'est un autre issue. Disons que c'est pas reconnu normalement que c'est possible de contrôler la chance. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a des perceptions qui peuvent être différentes. Je peux pas commenter sur les perceptions. Bon, puis il faut aussi penser à l'intention du contribuable. Un autre critère à prendre en considération, ça c'est excessivement dur. L'intention du contribuable de jouer pour le pur plaisir par rapport au jeu à jouer de façon lucrative. Là, on s'entend, on est tous dans un contexte de jeu où est-ce qu'on veut gagner de l'argent. C'est excessivement difficile de prouver l'intention. Ça dépend de ce que tu dis. On est dans un contexte où tous, on va là pour gagner de l'argent. Personnellement, je suis pas quelqu'un qui joue beaucoup. Je peux compter sur une main, je pense, le nombre de fois que je suis allé au casino. Je sais très bien que je vais perdre mon argent là-bas. Je vais là pour le thrill de, tu sais, faire un petit quelque chose. Ouais. À Vegas, je vais jouer parce que l'alcool est gratuit, fait que ça devient moins cher. Je veux dire, il y a un incitatif. Fait que je sais pas, je peux dire tout le temps pour gagner de l'argent. Je crois qu'il y en a vraiment des gens qui vont là pour garder. Je pense qu'on a tous fait une partie de poker entre amis où on a mis un 20$ sur la table. Je pense que c'est plus l'ambiance. Le but, c'était de jouer. Le but, c'est de jouer, C'était de jouer et de mettre un enjeu au jeu. Le but, c'était pas... ça, de rendre ça intéressant. Je suis pas allé à la soirée en me disant ce soir, je me fais de l'argent, là. Je suis d'accord avec toi, mais il y a quand même une nuance dans le sens où c'est l'objectif du jeu de poker, ultimement, c'est de gagner, oui ou non? Moi, je dirais que ça va... Étant donné que je joue pas au poker, je sais pas, mais exemple, Blackjack, je dirais que c'est... Mais c'est le cas de tout jeu. Le Monopoly aussi, le but, c'est de gagner. C'est ça. Puis c'est quoi le résultat de gagner quand on joue à des jeux d'argent? Là, c'est gagner de l'argent. Là. Mais c'est... Donc, par nature, le jeu, puis je suis d'accord avec toi, il y a une grosse nuance à aller apporter à l'intention en arrière. Mais normalement, quand un tiers regarde des personnes qui jouent à des jeux, qui a de l'argent impliqué et des paris, normalement, on s'entend pour dire c'est relativement correct de dire qu'ils jouent dans l'objectif de gagner quelque chose. Pas nécessairement, c'est peut-être un objectif
sous-jacent. Accessoire. C'est ça, accessoire. Non, mais c'est accessoire, parce que je pense que le. Mais bref, c'est pas ça le but du podcast entrons, là, parce que là, c'est ça. On s'entend que oui, généralement, c'est pour le cash. Là. Bon, merci, Réginald. Pour avancer, allons avec l'effet que c'est pour le cash pour que ça fonctionne avec le gars des vues pour la suite. Là. Voulez-vous qu'on rentre dans un exemple de registre? Je vais pas en faire deux, je vais en faire un seul. Non, allons-y avec deux. Moi, en fait, tu nous présentes les faits. Ouais. Et moi et Victor, on doit dire, selon nous, c'est une entreprise. Et c'est, dans le fond, ce que tu nous présentes, c'est des jurisprudences qui portent sur des gains de jeu, pas de loterie, parce qu'il n'y en a pas vraiment sur des gains de loterie, mais des gains de jeu. Et à savoir si le contribuable a été reconnu comme exerçant une entreprise et donc était imposable, ou n'exerçait pas une entreprise et... Fait que mélange-les parce que là, j'ai vu, t'étais où? Fait que j'ai vu le nom. Ah, mon Dieu. Inacceptable. Faut que je mélange. Écoute, on a un processus opaque ici. On se met maintenant. Vas-y. OK. Au cours des années 2008, 2009, 2012, peu importe, sur 4 ans, les activités de poker, monsieur jouait au poker. Puis en tout, durant ces années-là, selon l'ARC, qui a fait le rapport de vérification, monsieur a réalisé des revenus d'au minimum en jouant au poker, 5 millions de dollars, 5,2 millions. Selon le vérificateur. Donc un peu plus d'1 million par an. On parle de plus d'1 million par an. De 2008 à 2012. Est-ce qu'il a perdu de l'argent par après? Ou pendant? Ou avant? La cause ne le dit pas. Mais les revenus annuels étaient variables. Ça, je me rappelle bien. Prenons juste pour dire combien de temps était investi. Monsieur fréquente 2 sites de jeu en ligne. Puis, je vais vous dire le nombre de jours qui passaient annuel. Premier, 289 jours par année. Deuxième, 261 jours. 292, deuxième. 255, le troisième. C'est énorme. Ça fait une moyenne de 274 jours par année. Mettre en contexte, quand on travaille 5 jours par semaine, à peu près 50 semaines par année. 250. C'est 250. Donc c'est clairement, il jouait... Ça dépend combien d'heures par jour. Ah, mais on y va. Ah. En fait, on n'est pas dans le nombre d'heures. Mais monsieur, en plus de tout ça, il passait 2 heures par semaine consacrées à écouter des émissions de télévision, puis consulter d'autres sites pour déterminer pour améliorer sa stratégie de jeu. Laplan, qu'on ne nommera pas, confirmait qu'il utilisait un logiciel qui lui permettait d'analyser les statistiques d'analyser les statistiques de la partie. Sauf que à la fin, on dit, mais écoutez, c'était juste pathologique. Monsieur jouait de manière compulsive, c'était vraiment pathologique son affaire. Il devait jouer à tous les jours. Il essayait de se trouver des emplois sur le côté. Oh, 5 millions, il n'a pas trop besoin. Hein? C'est ça, 5 millions par année, puis jouer 260 jours par année, l'emploi. Je ne sais pas où tu veux travailler, mais tu fais pas beaucoup d'heures. Le soir, la nuit, peu importe, puis le jour, il essaie de travailler, mais il ne pouvait pas parce que monsieur était vraiment trop fatigué. Je ne vais pas vous présenter le dernier fait, mais on en parlera à la fin. Selon vous... c'est important qu'on sache le dernier fait. Non, parce qu'il va divulguer tout. Okay. On va attendre. Selon vous... C'est que moi, j'aurais besoin des précisions sur les faits. Parce que, par exemple, tu sais, le 292-255, en fait, ça dépend combien d'heures par semaine il n'a pas le nombre d'heures, on le sait pas. Je ne l'ai pas noté quand j'ai eu la jurisprudence, mais on sait que c'est quand même important. Le 2 heures par semaine de formation, pas énorme. Non. C'est pas suffisant pour ça. Le logiciel, par contre, c'est incriminant. Mais c'est logiciel juste d'analyser les statistiques ou est-ce que, par exemple, imaginons qu'il sait qu'il va jouer contre certains adversaires et il va regarder un logiciel pour savoir leur comportement, etc. Les logiciels d'impôt, les logiciels en question permettent pas nécessairement d'analyser les caractéristiques d'un joueur en particulier parce qu'on ne sait pas c'est qui notre adversaire quand on joue en ligne. Donc, je peux pas avoir les statistiques. Il étudiait pas nécessairement. Il jouait en ligne, il connaissait pas les gens avec qui il jouait. Le contribuable, je trouve ça bien, le fait que... pas que je trouve ça bien, mais smart, le fait qu'il a amené une addiction, comme quoi c'était une pathologie. Pathologie et non quelque chose. Écoute, formation 2 heures par semaine. Pas suffisant. Si on pense à tout le monde qui lit la presse, qui lit des articles, qui écoute des podcasts, on va pas dire que tout le monde devient qu'une entreprise avec ça. Le nombre d'heures est fatigant, mais je vais considérer que c'est un nombre d'heures considérable par jour parce qu'il n'était pas capable de travailler. C'est quand même beaucoup de jours par année. Le fait que le logiciel, ça dépend de quel côté on peut le voir parce que on pourrait aussi le voir en disant que quelqu'un est paresseux puis qu'il n'a pas envie de faire des efforts additionnels pour bien comprendre, fait qu'il prend un logiciel, il prend comme un shortcut. Le fait qu'il ne connaissait pas ses adversaires. Je compare ça, par exemple, MMA ou lance-sport, où tu vas regarder les vidéos et les statistiques. Exemple, au football, tu vas regarder les statistiques, les jeux au sol, les jeux aériens, quel receveur qui vise, etc. Mais de ton adversaire et non juste dans le sport en général. Fait que c'est pour ça que cet élément-là, ces statistiques-là, c'est sûr que, bon, dans le domaine du poker, ou ce que tu dépendant du jeu de cartes. Je vous invite à écrire votre réponse selon ces faits-là. Je vais ajouter le dernier fait que je vous parlais tantôt. Monsieur évitait de jouer les très hautes mises. Pourquoi? D'un point de vue poker, c'est reconnu que si on joue des plus petites tables de manière répétitive, on va faire plus de profit, selon les experts qui ont été présentés devant la cour.
Donc, si vous jouez à des plus petites tables de manière plus répétitive, vous jouez contre des joueurs qui sont moins qualifiés. Donc, vous avez plus de chances de faire des profits. Ok, là ça change. L'éviter, Ouais, là ça change. Là, ça change. L'éviter de jouer contre certains adversaires. D'accord, là donc en fait il y a une stratégie, ok. Ça change tout. Ouais, non, il développe Des fois, quand il jouait sur des grosses tables, il partageait ou il vendait à d'autres joueurs Ok. des parts de son profit. Donc, j'ai un profit potentiel peut-être. Si je fais un profit, je te vends mes Donc parts. stratégie de minimisation du risque, ouais. Ouais. Bon bah ça change tout. Imposable. On n'était pas imposable avant que tu dises ça. Ouais, c'est ça. Moi, Là, j'étais on est- à exo. Moi, j'étais à exonéré. Gain fortune. Mais vas-y. Imposable, vous avez raison. C'est la Principalement décision. à cause Quelle est de- la décision? d'Auteuil contre le roi. D'Auteuil contre le roi, quelle année? Contre le roi, c'est récent, là. Ouais, ça a été rendu en 2023. Mais les activités sont passées en 2008 et 2012. Est-ce que ça a été principalement parce qu'il minimisait ses risques d'affaires? Parce que là, tu t'agis vraiment comme un... Parce qu'au début, quand tu m'as dit les plus petites tables, j'ai dit, OK, c'est à cause que ça devient un passe-temps. Mais quand tu as dit stratégiquement, tu peux gagner puis tu le quittes, ça Ouais. il went for the kill. T'as été pour la jugulaire. Donc, il a prouvé qu'il jouait contre des plus petites tables. Puis, il y a 4 causes de jurisprudence qui ont été faites. Une autre petite dernière, c'est le fun. Une dernière, c'est fun? Oh, Ok, oui, une autre on y petite va dernière. sur Après une ça, on va switcher, on va rentrer dans les gains de la criminalité. Monsieur Inconnu commence à jouer au poker à 15-16 ans. Il apprend de son grand frère puis de ses amis. 2008, il obtient un certificat en administration d'une université. 2008-2009, monsieur fait la fête. Il voyage en Europe avec ses économies, participe par les tournois de poker et commence à gagner son premier tournoi de poker, il gagne 70 000 quand il fait son voyage, quand il fait ses voyages. Sa formation, il fait des recherches sur YouTube, consulte des sites internet sur les nouvelles du poker, notamment RDS. 2009, il a déjà fait assez de gains pour pouvoir s'acheter un condo. Par contre, il faut que ce soit co-signé avec son père parce qu'il n'y a aucun revenu. Mais quand même, 2009, il est quand même jeune. 2010, il a âgé de 23 ans. Donc, en 2009, il avait 22 ans, il s'est acheté un condo. Il gagne le tournoi de poker, un tournoi de poker et empoche $1 million. Juste un tournoi, là. C'est pas quelque chose qui est répétitif, il gagne là. $1 million. Un tournoi, one-shot deal, là. Ouais. Il a été chanceux, là. Suite à tout ça, il devient un représentant pour une société de poker. Genre, ultimement, il constitue une société puis il fait la publicité pour cette société-là. Ça, il est payé pour ça, puis ça, il s'impose La là-dessus. société, ouais, il Ok. s'impose sur ça. Dans sa société, il fait à peu près $1 million US sur tout ça. Il agit à titre de porte-parole. Il y a une obligation de jouer un certain nombre de parties par année. Donc, lui est obligé par contrat de jouer au poker. Là. Tout ça, il a gagné en 2010 jusqu'en 2015. Au total, il fait des gains totaux d'à peu près $6,3 millions sur les années en 2010 et 2012. Puis après ça, il fait des pertes. Il y a des années où il faisait moins de revenus que d'autres. Je ne l'ai pas noté, mais Ok. pas nécessairement. OK. 2011, à travers tout ça, là, il écrit un livre. Dans le livre, qu'est-ce qu'il indique? Il indique qu'il y avait plein de stratégies pour gagner au poker. Ça, les gens qui friment en ligne, qui show de l'argent qu'ils font, comment ils font de l'argent, tout, ça me dépasse. Les administrations fiscales regardent les réseaux sociaux. Dans son livre, il indique qu'il faisait des recherches spécifiques sur contre qui il allait jouer puis comment il allait gagner. Écoute, je suis juge, c'est déjà fini pour lui, là. Toi aussi, t'as déjà répondu? Le problème c'est que je connais. Il connaît les faits. Donc Je connais la fin de l'histoire, moi. Donc. On va revenir sur l'histoire. Va à la fin de l'histoire, parce Ouais. que là, ça va... Voilà, ultimement, après tout ça, ben, l'ARC est d'avis qu'il devrait s'imposer sur ses revenus. Ouais, Il arrive en cours, puis, selon lui, non, ça constitue pas. Il jouait juste, je vais te mettre en contexte encore plus, souvent il jouait sur des grosses tables, il jouait pas nécessairement contre des petits joueurs, selon lui. Son objectif, c'était pas nécessairement d'avoir une stratégie de minimisation de profit. Là. Non, mais il Selon jouait contre l'élite, là. Le gars, il avait Ouais, un il jouait ego, contre il l'élite, voulait exactement. être le meilleur des meilleurs. Il allait dans les gros tournois partout au Québec. Mais c'était pour le fun, il était jeune, il buvait beaucoup d'alcool, c'était pour s'amuser. Ouais. Il arrivait sous Il à arrivait ses... sous, Il arrivait sous, a clairement il le dit, dit. il arrivait sous à ses tournois et tout. Il était... Ouais, c'était- oui, mais dans c'était notre pour le jeunesse, fun. qui est jamais rentré au travail avec quelques verres dans le nez? I mean, Il allait de Montréal à Las Vegas pour le fun, quoi. Ouais, ok, ben d'abord, je sais c'est qui, là. Mais Ils vont tous à la... ça va tout se passe à Vegas. Personnellement, moi, j'aurais dit imposable, mais là, en me disant Vegas, je sais c'est qui, puis je pense qu'il a été non... il n'a pas été considéré imposable, là. T'as tout à fait raison. C'est M. Duhamel. Monsieur Duhamel. Jamel. Hein. Ouais, que celui avait Puis- il y a eu des bons avocats. Pour la petite histoire, son livre n'a pas été retenu comme preuve. Parce que il a rédigé pendant qu'il était sous contrat avec PokerStar. Puis PokerStar avait un droit de regard sur le livre. Et PokerStar avait intérêt à ce que... C'est quand même un fait important. Mais c'est quand même un fait important. Que Non, t'as pas mais- mentionné, parce que moi, c'est ça qui me... Ouais, mais c'est que PokerStar
Le juge a dit, j'admets pas tout ce qui est le livre. Pourquoi? Parce que PokerStars avait un droit de regard sur le livre et t'avais intérêt à dire que c'était possible de développer une stratégie pour gagner du poker, puis que c'était pas circonstanciel. OK, c'est quand même un fait important ici, là. Oui, tout à fait. Tu me caches des... Non, mais c'est parce que t'enlèves l'aspect stratégique, il va sur les grosses tables, tu regardes la jurisprudence, c'est pas la même chose, il arrivait chaud. Moi, j'hésitais beaucoup sur le fait qu'il développait une stratégie pour gagner et il la testait contre les meilleurs joueurs dans le but de la publicité. Il vendait quand même des parts là, quand il jouait contre des grosses tables. Ça, ben écoute, tu me prêtes 20 000 $, pour que j'aille jouer au poker, je suis sûr que je vais te remettre une partie. Il avait en plus des stratégies de vision de risque parce que comme la jurisprudence d'avant d'Auteuil, qui est son pote, hein. D'Auteuil, c'est tous des potes, hein. Ils ont témoigné au procès l'un de l'autre, hein. Les 4 sont tous amis, les 4 jurisprudences, un à la suite de l'autre, c'est tous ses amis. Quand il a gagné au poker, ils avaient tous signé un contrat de s'il y en a un qui gagnait, ils se partageaient le gros lot. Ils se partageaient en tout cas un prix, je crois que c'était un dixième. Non, je comprends, mais c'est parce que je veux dire, c'est que justement, si on y va ensemble, on fait ça comme une activité, il peut y avoir des raisons pour partager le butin, dans le sens que si ça me prend 100 000 $ pour m'inscrire au tournoi, tu me prêtes 50 000, tu me prêtes 50 000, c'est sûr que je vais signer un contrat que si je gagne, je vous remets vos 50 avant de me payer. Non, c'est pas une question de prêt, c'est qu'on y va tous ensemble. Puis si on gagne... S'il y a un de nous qui gagne... Ben oui, minimisation de risque. Ben là, ça arrive. Ça, je veux dire, même chose que je vais avec... celle-là, je la vois moins qu'une stratégie... Moins incriminante que je vais aller jouer contre du petit monde qui savent pas comment faire, puis je vais devenir une expression qu'on a appris cette semaine. C'est quoi? C'est roi dans un village plutôt que prince dans un royaume. C'est exact. Fait que je vois plus cette stratégie-là de dire, OK, les boys, on va tous les deux aller jouer au blackjack, puis on va tous les deux, tu sais, deux paires, une à côté de l'autre, pour essayer de... Je tiens à dire quand même, oui, il y a eu son année où il a gagné plein d'argent, donc 2010, à peu près 4 millions de $, mais les autres années, c'était 500 000, 800 000, c'est pas des petits sous, là. Il continuait à jouer. Ouais, mais il y en a perdu aussi pendant une couple d'années. Il ne faut pas beaucoup se baser depuis, il a perdu pas mal d'argent sur l'affaire du ML, parce que moi, il me semble qu'on est pas mal sur un truc qui ressemble à une erreur judiciaire. Et c'est pas pour rien que les 3 arrêts d'après, la CCI a imposé les gens sur des faits qui étaient moins incriminants que du ML. C'est que du ML, je pense que c'est... Le juge a un peu craqué. Mais sur ça, je suis pas d'accord. Parce que dans les 3 causes subséquentes, clairement, il y avait une stratégie minimisation des pertes. Attention, il y a eu une emphase c'est sur les faits, pas les règles. C'est pour ça que d'ailleurs la justice n'est pas allée en appel. C'est que est-ce que le juge a bien appliqué la règle de droit? Parfaitement, elle a bien défini ce que c'est qu'un revenu d'entreprise, aucun si là-dessus. Mais c'est dans la qualification des faits le problème. Oui, il y a probablement eu des faits qui ont été présentés ou pas présentés. Mais c'est la responsabilité aussi de la RC de dire, mais attends... J'aurais un profil qui suis proche de Duhamel. Je dirais, pourquoi tu vas te faire imposer Duhamel, il est passé entre les mailles du filet parce qu'il a vraiment eu de la chance d'être tombé, je pense, sur... Le juge, à ce moment-là, a cru un peu à ce qu'il a raconté, etc. Mais je parierais pas pour que quelqu'un qui... si on devait rejuger aujourd'hui l'affaire Duhamel, même s'il n'y a pas si longtemps, ou si ça devait passer devant un autre juge de la CCI, ça passerait pas. Je peux pas me positionner contre un juge de la CCI, honnêtement. Je peux vraiment pas me dire qu'un juge de la CCI a tort. À mon avis, il y avait une question de fait qui était différente. Puis, on sait souvent, c'est une question de fait. Je pense qu'on peut clore sur ça parce que... Oui, mais là, c'est une question de jugement des faits, mais c'est pas pour rien que les 3 arrêts d'après ont été... Parce que c'est quand même fou, parce que c'est lui qui a gagné le plus d'argent, des 4, Il s'en est bien sorti. C'est celui qui a gagné le plus d'argent qui se fait pas imposer. Effectivement, je pense que le fait que les 3 arrêts subséquents aient tous été en faveur de l'ARC, je crois qu'il y a un message qui est envoyé comme on might have messed up this one. On se reprend après. Voici le message qu'on envoie. Le message est quand même clair, là, c'est si vous avez une stratégie dans votre jeu de poker... Vous minimisez vos risques. Non, mais c'est sûr que les gros critères qui ont été ajoutés, c'est l'aspect de minimisation, de stratégie à long terme. Mais un peu, pour rejoindre ce que tu disais tantôt, ce que je trouve un peu bête, c'est que si j'ai une stratégie de minimisation de pertes dans un jeu de poker, mais que je suis pas bon, finalement, je fais des pertes quand même, c'est pas ça, je me sentirais confortable de les déduire. J'aimerais que quelqu'un qui perd beaucoup d'argent au poker, mais qui investit énormément de temps, qui fait des formations, qui lit des livres, qui suit des podcasts, etc., tente de déduire ses pertes. En disant que c'est son entreprise. Mais tu voudrais qu'il les déduise à leur compte de quoi? J'imagine qu'il y a un revenu par ailleurs pour pouvoir financer ces pertes-là. S'il fait que du poker, a priori, il n'a pas d'autres revenus. Écoute, il faut qu'il y ait des pertes à quelque part. Fait que la question, c'est... Il faut qu'il y ait une manière de financer son jeu. Il faut qu'il y ait une manière de financer son jeu à quelque part. Fait que quelqu'un qui, à l'inverse,
qui réaliserait des pertes importantes de plusieurs centaines de milliers de dollars. Il faut qu'il ait un revenu imposable sur lequel il peut déduire. C'est le Victor, il problème. faut qu'il y ait un revenu quelque part. Je dis, comment tu peux perdre 100 000 si t'as pas quelqu'un qui t'a payé 100 Ouais, 000? au pire, tu fais 200 000 de pertes les années 1 à 5, puis de 5 à 10, tu fais tes revenus d'emploi, puis tu les déduis tranquillement de 5 à 10. Tu sais, quelqu'un qui était qui jouait de manière constante, etc., fait des pertes de 150-200 000, se ramasse avec une grosse dette, décide d'arrêter de jouer et se met à avoir un emploi, tranquillement rembourse sa dette et utilise ses pertes en disant, écoute, dans ce temps-là, j'avais une entreprise, se base sur l'effet d'Auteuil, du Hamel. Les deux autres, c'est... Oui, mais un homme d'affaires sérieux qui perd de l'argent la première année au poker et qui voit qu'il n'a aucun talent dans le poker. Est-ce qu'il continuerait... Il y a plein de businessmen qui rentrent dans des business puis qui perdent de l'argent. Là. Oui, mais ça dépend. Si tu perds de l'argent, parce qu'il faut starter ta business, d'accord. Mais si tu perds de l'argent juste parce que t'es pas bon... Ben non, mais t'as starté ta business, c'est justement qu'on dit. Tu te comportes comme un homme d'affaires sérieux, mais des fois, ça va juste pas de ton bord. Et des fois, il y a des gens qui avaient des excellentes idées qui se sont plantées. Fait que moi, j'aimerais ça voir quelqu'un qui perd une coupe de centaines de milliers de dollars, qui dit que c'est du revenu d'entreprise. Et là, ce serait intéressant parce que l'ARC devrait aller en cours et venir dire les critères pour dire pourquoi ce n'est pas une entreprise, malgré que la personne se soit formée, assisté à des conférences, etc., écouter des podcasts, lu des livres, jouer de manière constante, gagner peut-être de temps en temps 10-20 000, mais perdre un 50-100 000. Et là, ça serait à l'ARC de défendre, et je suis persuadé qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont perdu de l'argent que eux autres qui ont gagné une coupe de millions. Les autres causes, Fourni Giguère contre le roi, puis Antoine Bérubé contre le roi. Le roi était occupé depuis qu'il est arrivé. Mais en fait, je te dirais même plus, les trois dernières causes, donc Fournier, Giguère, d'Auteuil et Bérubé, ont tous été entendus par l'honorable juge Réal Favreau, les trois. Bon, fait que déjà, tu te pointes devant l'honorable Favreau. C'est fini, t'es imposable. Mais après, je pense qu'on se rend pas compte le nombre de parties que ces gens-là jouaient, en fait. C'est pas des joueurs de... Ils jouaient des centaines... C'est pas plusieurs centaines de mains par jour. Oui. Oh, je suis entièrement d'accord. Ils avaient plusieurs parties en même temps et ils faisaient ça. Je suis entièrement d'accord, mais je voudrais voir quelqu'un qui aurait perdu de l'argent. En faisant ça. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont perdu de l'argent. Combien de personnes, je sais pas ce qu'est la statistique, le nombre de personnes qui sortent du casino qui s'enlèvent la vie. Je veux dire, et il y a plein de monde qui joue leur maison, qui joue ci, qui joue ça. Justement, je remprunte ma maison. Puis je remprunte, justement, j'ai fini d'éclairer ma maison. Le poker peut devenir une addiction, on peut faire en sorte de perdre. J'emprunte 500 000, je lâche ma job, je fais jouer que là-dessus. Ouais. Je perds le 500 000 au complet, mais je me comporte comme un homme d'affaires sérieux qui lance une business. Malheureusement, la business ne fonctionne pas. Puis on a vu que la pathologie ne permet pas de disqualifier nécessairement le comportement d'homme d'affaires sérieux. La pathologie ne change rien. On l'a vu dans la décision d'Auteuil. Fait que techniquement, puis je pourrais même déduire mes intérêts sur ma maison parce que c'est dans le but de gagner un revenu. Mais là, c'est des gens qui ont rationalisé toute leur opération de jeu. Victor, c'est que tu peux faire ça et perdre de l'argent pareil. C'est possible. Je suis convaincu que c'est possible de perdre de l'argent mal. Mais non, c'est pas tout le monde qui se met sérieusement dans le poker qui gagne de l'argent. Non, c'est pas ça que je dis, mais c'est juste que si t'es pas sérieux, tu restes pas dans le truc. C'est que ces gens-là, ils ont continué parce qu'ils avaient des gains. Justement, mais même si tu te retires après 2-3 ans, t'as quand même agi sérieusement pendant 2-3 ans. Je vais nous ramener sur le droit chemin, Réginald. Tu voulais qu'on parle d'un dernier sujet? Oui, avant la fin. Mais ça reste que c'est intéressant. Mais Victor, t'es pas d'accord avec moi que tu peux faire 2-3 ans puis te retirer après? Si. Bon. Je suis sûr, mais en entrepreneuriat, honnêtement, faire des pertes les premières années, c'est courant. C'est difficile de dire de dire jusqu'à un certain point. Oui, mais 2-3 ans, je me retire en tant qu'entrepreneur. Là, c'est une entreprise particulière, quand même. So what? C'est une entreprise pareille? Particulière. Je suis pas sûr que ça s'applique. Il n'y a pas rien dans la loi qui dit sauf entreprise particulière. Non, mais une liste d'entreprises particulières. Non, mais je suis d'accord. Mais le propos de Gérard, c'était que c'était normal de perdre de l'argent les premières années. Oui. Je suis pas sûr que cet adage, que les personnes qui ont fait cet adage pensaient à des entreprises de poker en faisant cet adage. Ou que ça soit tiré d'expérience de gens qui avaient des entreprises de poker. Cet adage-là, je dis, tout entrepreneur. Dis-toi qu'une société de capital de risque, puis on va avoir quelqu'un qui va venir nous parler du financement de société de capital de risque. Une société de capital de risque investit dans 10 entreprises. Elle s'attend à ce que 8 à 9 d'entre elles se plantent. Puis c'est pas des petits montants qu'elle investit, là, on parle de millions. Là. Fait que, et ça, pourtant, c'est des entreprises en plein de secteurs. Là. Je veux dire, il y a personne, quelqu'un qui vient d'avoir un contrat gouvernemental qui a fait un IA pour avertir les baleines quand il y avait quelque chose. Là. Je veux dire, moi, tu m'aurais proposé un projet d'entreprise d'un IA pour parler avec des baleines. Je te dis, écoute, je veux pas être méchant, mais je vais prendre mon petit CPG, je pense que j'ai plus de chances de faire de l'argent. Mais eux, ils ont réussi à débloquer quelque chose. Puis je te confirme qu'ils ont dû perdre de l'argent sur un moyen temps avant.
Fait que tout projet en ce moment avec le IA, etc., le monde investit des sommes faramineuses. Je suis d'accord. Même une entreprise qui pressait des bagues, des sacs de jus de fruits, qui a eu des millions. Qui quoi? Une machine qui pressait des bagues de jus de fruits. Vous avez pas suivi le truc? Non, pas du Bon, tout. bref. Bon, pour en reparler. L'affaire de Juicero. Autre sujet chaud. Les revenus de la criminalité sont-ils imposables? Et pour ça, moi aussi, j'ai une petite jurisprudence pour vous, messieurs. La décision Poynton, P-O-Y-N-T-O-N, qui est pas récente, qui a été entendue en 72, donc elle date d'avant 72. Je vous récite sommairement les faits. Donc, on a M. Poynton qui était un homme d'affaires qui travaillait pour un entrepreneur général. M. Poynton, dans le fond, était... il était employé d'un contracteur général et il agissait comme directeur de la société, secrétaire trésorier, contrôleur et directeur des opérations et directeur général. Donc, il y avait quelques tâches assez importantes dans une entreprise et qui te donnent un très, très gros pouvoir. Et M. Poynton, dans le fond, s'entendait avec des sous-traitants pour faire des fausses factures à l'entreprise qu'il payait. Et également, il octroyait des contrats à certains contracteurs sur lesquels il prenait une commission de 10%. Et des fois aussi, il demandait aux sous-traitants d'aller faire des travaux dans sa maison et de soumettre les factures à l'entreprise qu'il approuvait. Et il disait, vous pouvez même mettre des petits extras sur la facture, soit pour lui payer lui ou pour remercier le sous-traitant. Donc ici, on parle clairement d'un cas de détournement de fonds, de l'argent volé. Et ça durait à peu près 2 ans. Et son boss s'en est rendu compte. Évidemment, ça a créé une petite chicane. M. Poynton s'est fait mettre dehors et c'était à l'encours et a dû rembourser son employeur et la société. Dans le fond, il était même actionnaire à ce moment-là pour détournement de fonds et etc. Et après ça, l'ARC s'est mêlé de ça. Et l'ARC a dit, écoute, tu as fait un détournement de fonds, tu t'es enrichi au détriment de la société, donc tu dois t'imposer sur les revenus que tu as détournés. Et lui contestait férocement cette affirmation pour les raisons suivantes. Il s'est basé sur des décisions, la décision Robinson et la décision Taxicab Association, dans laquelle Robinson, c'était des brokers qui, dans le fond, quand ils étaient embauchés, ils recevaient une avance sur leur commission. Mais s'ils ne faisaient pas assez de commission ou quoi que ce soit, ils devaient rembourser l'avance. Donc, l'avance constitue en quelque sorte une dette, puis quand on recevait des commissions, on réduisait l'avance, puis l'excédent, il empochait ça. Et ça a été que l'ARC avait déjà essayé d'attaquer en disant que l'avance était un revenu, et l'ARC avait perdu. Comme quoi, c'était pas un revenu ni rien. Et par la suite, dans Taxicab Association, dans le fond, tous les taxis devaient payer 500 $ à une association de taxis. Et dans le fond, il avait essayé de dire que ce paiement-là, ce 500 $-là, était un revenu pour l'association. Puis l'association disait non, parce que ce montant-là, ça se peut qu'on ait à le rembourser aux chauffeurs de taxi, etc. Donc, c'était une dette remboursable. Alors, l'argument de M. Poynton était que il n'avait pas la propriété des fonds quand il les a volés. Ça ne lui appartenait pas. Ça appartenait à la société. La preuve, il a dû rembourser son employeur. Fait qu'il n'avait plus la propriété des fonds. Et puisqu'il n'avait pas la propriété des fonds, ce n'était pas à lui de s'imposer sur cet argent-là, ce n'était pas imposable, versus l'utilisation. Du côté de l'ARC, on disait qu'il ne faut pas regarder la propriété des fonds, mais sur l'utilisation et la discrétion d'utilisation des fonds, qui appartenaient à 100% à M. Poynton. Et que les décisions sur lesquelles M. Poynton s'était appuyé étaient inappropriées, dans le fond inappropriées. Pourquoi? Parce qu'il prenait des cas où le montant était une dette, où il y avait un engagement du contribuable de rembourser un montant. Tandis que M. Poynton, lui, quand il a volé, il n'a jamais pris l'engagement de rembourser son employeur. Littéralement, il a volé, il a détourné des fonds à des fins personnelles. Donc, ce n'était pas du tout la même chose. Fait qu'il n'a pas respecté ses engagements, il a fait un détournement de fonds pour un usage personnel. Par ailleurs, l'avocat de M. Poynton avait également dit que si on l'imposait, ça créait un conflit d'intérêts, puisque l'employeur voulait avoir son argent et les administrations fiscales voulaient avoir l'impôt sur cet argent-là. Donc, il y avait 2 personnes qui voulaient le même argent. Qui claimaient, qui réclamaient. Net, c'est ça, fait que ça marche pas, parce que si vous êtes en train de me dire qu'il y a 2 personnes qui peuvent réclamer
ce montant-là. Fait qu'il y a un conflit d'intérêts. Fait que ça se peut pas que les revenus découlant d'un vol ou quoi que ce soit soient imposables. Attends, découlant d'un vol soit imposable. Ouais, que si tu voles quelque chose, ça peut pas être imposé par toi parce que tu as volé, l'argent ne t'appartient pas, puis ça crée un conflit d'intérêts entre les administrations fiscales et la personne que tu as volée. Donc, messieurs, qu'en pensez-vous? J'aime beaucoup son argument qui se base sur des faits où c'était clairement des dettes. Ça fait un peu le criminel pathologique. C'est qu'il a volé, mais il savait qu'il allait se faire rattraper. C'est pour ça. C'est ça son argument. Je savais que j'allais devoir rembourser les faits, quoi. Je volais, mais je savais que j'allais me faire rattraper. Ah, et également, l'ARC mentionne un autre élément important. Elle dit que la loi ne fait pas mention de quelque chose qui est éthique ou quoi que ce soit. Oui. Donc, la loi, dans le fond, dès que tu as un revenu ou quoi que ce soit, dès que tu as un montant, tu dois t'imposer. Fait que le fait que ça soit éthique d'avoir obtenu l'argent par avoir volé ou quoi que ce soit, ce n'est pas important. Donc, juste petit élément également, un autre argument de Pour l'anecdote sur l'aspect d'absence d'éthique en fiscalité, souvent on fait référence à la fameuse phrase de l'empereur Vespasien qui avait imposé l'urine en disant « L'argent n'a pas d'odeur ». Qu'est-ce qui est arrivé? Répète ça. À l'époque romaine, il y a eu l'empereur Vespasien a imposé l'urine, ça servait à un truc. Et donc, il y avait la question, mais pourquoi imposer l'urine? Il fait, l'argent n'a pas d'odeur. Peu importe d'où viennent les fonds. Que ce soit un truc aussi sale que la vente d'urine. J'avais déjà entendu, je pense, cette expression. J'avais entendu l'argent n'a pas d'odeur, mais j'avais jamais compris où il est lié avec... Ça vient de là. La légende dit que ça vient de là. L'histoire de fiscalité. Donc, messieurs, que pensez-vous? Est-ce que M. Poynton a dû s'imposer sur l'argent volé de son employeur? Oui. De prime abord, oui. Mais je me demande vraiment le remboursement, comment il aurait été traité. Est-ce que c'est du revenu d'emploi? Est-ce que c'est du revenu d'entreprise? Je me le demande quand même, c'est quoi la source ici? Ils ont considéré que c'était un revenu d'emploi. Que la raison pourquoi il y avait... pourquoi l'ARC, la position, c'est que c'était un revenu d'emploi parce que la raison pourquoi il était capable de frauder, c'était grâce à son emploi. Okay. Donc, c'est un revenu qui découlait de son emploi. Donc, probablement qu'il y a eu une imposition de l'année où l'année où le revenu a été gagné, mais quand tu rembourses ton employeur pour un revenu gagné dans le passé, normalement, tu as une déduction qui vient avec. Donc, je suis pas en train de dire qu'il s'est jamais imposé, mais il y aurait probablement imposition année 1, remboursement année 2, donc déduction l'année 2. Ils disent pas s'il y a le droit à une déduction au moment où ce qu'il a remboursé. Mais effectivement, ça fait imposer comme un revenu d'emploi. Donc, il a eu à payer une pénalité de 4 200 $ et il a fait 1 an de prison pour ce qu'il a fait. Donc, ça a été... Mais pour ce qu'il a fait au niveau officiel ou pour ce qu'il a fait au niveau criminel? Il disait qu'il y avait eu... Je sais pas si c'était lequel. Probablement la pénalité puis l'imposition. Ouais, je me suis laissé une note 1 an de prison. La fraude fiscale peut amener à la prison. Oui, je sais, mais ma question, c'est ce qu'on l'espèce passe par rapport à la fraude fiscale. Si on est dans un jugement de la Cour pour les impôts, on est probablement là. Oui. Toi, ils disent, on est dans la vue, bon, la pénalité minimum était de 2 mois de prison, était entre 2 mois et 5 ans de prison, plus une amende. M. Poynton est un homme marié de 49 ans avec 4 enfants et ses actions ont été motivées par l'appât du gain, par l'argent. At the time of commission, il n'y avait pas d'antécédent ni rien. Alors, il considérait qu'une offense raisonnable était 1 an de prison. Fait que ça a l'air d'être pour avoir... Pour raisons fiscales, oui. Pour des raisons fiscales. En plus de qu'est-ce qui s'est passé au criminel, s'il y a eu là. Ouais. Mais bon, ça c'est plus... Je suppose qu'ils auraient précisé s'il avait fait de la prison pour raison criminelle, ça aurait été rajouté. Fait que ça, je me rappelle plus, je pensais que je l'avais noté au moment où il disait que l'éthique n'est pas pertinente au fin de la loi. Mais je n'ose pas retrouver la citation exacte. Donc, effectivement, fait que M. Poynton s'est vu imposer un montant comme étant un revenu d'emploi. Et ça nous amène à l'autre question. Les revenus de criminalité, sont-ils imposables? Donc, des personnes qui vendent de la drogue, les proxénètes, etc., est-ce qu'ils sont imposables sur les revenus qu'ils font? Oui. Oui. Il n'y a pas de critères éthiques. Pas de critères éthiques. À ce niveau-là, il faut faire attention à comment on utilise le mot éthique, mais oui, il n'y a pas de critères éthiques dans la loi. Donc, n'importe qui fait un revenu de source criminelle, la source du revenu est illégale. Mais l'imposition, elle est légale et elle est plus que souhaitable. Puisqu'après tout, c'était Al Capone de mémoire, c'était comme ça est-ce qu'il l'avait attrapé, parce que, dans le fond, il a fait une cotisation sur la voie nette en disant
considérant que tu déclares un revenu d'emploi de 10 000 par année, c'est pas normal que tu aies un chauffeur, 3 autos de luxe, 4 maisons, ça fonctionne pas. Donc, effectivement, c'est tout revenu de criminalité est imposable. Mais si les revenus de la criminalité sont imposables, est-ce que les dépenses en vue de gagner ce revenu sont déductibles? Oui, mais il y a des exceptions. Que veux-tu dire par là? Par exemple, tu ne peux pas déduire de l'argent utilisé pour corrompre des agents publics, par exemple. Depuis peu. Ben, depuis quelques années. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Mais par principe, oui, tu peux déduire. Fait que techniquement, Victor, sur un ton hyper monotone et désintéressé, a raison. Donc, techniquement... C'est vraiment plus sur un temps dommage. C'est dommage qu'on puisse le faire. Mais il y a quand même un enjeu de prouver ces dépenses-là. C'est ça. Oui, fait que, c'est le problème. techniquement, quelqu'un qui achète de la drogue pour revendre la drogue peut déduire ses dépenses d'achat. Mais il doit être en mesure de les prouver. Oui. Et jusqu'à, je trouve Canadien, c'est peut-être 20 ans de ça, plus même avant ça, si jamais une personne corrompait des agents de la paix ou quoi que ce soit, ça pouvait être déductible jusqu'à temps qu'ils viennent dire que un paiement fait à un agent de la paix qui contrevenait au code criminel, puis on l'avait regardé, c'était quoi les articles du code criminel, que là, c'est non déductible en fait. Mais ça reste que, autre que ces éléments-là, même chose pour des contraventions, des pénalités pour impôts, intérêts sur impôts, ce ne sont pas des éléments qui sont déductibles. Mais les autres dépenses, techniquement, un vendeur de drogue qui a des employés qui travaillent pour lui, des revendeurs, etc., peut déduire le salaire qu'il leur verse et est imposable sur le net. Ça m'est jamais arrivé en pratique d'avoir un vendeur de drogue qui me demande C'est un peu ça la conclusion, c'est que même si vous êtes un criminel, il vous faut un comptable. Ou en tout cas faire une bonne comptabilité. Oui, pour suivre les fonds. Puis être en mesure de déclarer ses revenus à la fin de l'année. Et qu'il n'oublie pas qu'à plus de 30 000 $, non, il faut s'inscrire aux taxes. Il faut s'inscrire. Ça serait quand même drôle de voir un revendeur de drogue qui volontairement s'inscrire et tout. Qui te donne une facture. Donc, voici, aujourd'hui, tu m'as acheté X quantité, fois tant, les taxes, je te donne un rabais, voici la facture avec mes numéros de taxes, voici ce qu'on en pense. Fait que tout ça pour dire, revenu de la criminalité, c'est imposable, non malgré tout. Fait que si jamais il y a des personnes, je vais pas dire de mauvaise foi, mais qui ont des intérêts différents des nôtres qui nous écoutent, sachez que vous devez vous imposer et contribuer au bien-être de l'État, même si vous êtes dans l'illégalité. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est les dépenses, techniquement, sont aussi déductibles. Maintenant, on peut être pour ou contre, ça dépend. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est correct d'imposer les revenus de source illégale? Oui. Parce que je repense à un extrait qui était passé dans le temps, je ne sais pas trop à quelle chaîne télévision, où il a justement fait le test, qu'il avait appelé à Revenu Québec, puis il avait dit « Je vends de la drogue », il a dit « Faut que tu t'inscrives aux taxes ». Et les gens s'étaient outrés en disant « Voyons, ça n'a pas de sens, etc. » Puis tu sais, on va dire, là on parle de choses illégales, ou bien même des entreprises de moins de... qui sont considérées moins de mœurs dans la société d'aujourd'hui, etc. Il y a des gens, des fois, qui sont outrés que ces personnes-là, comme s'imposent ou fassent des déclarations de rue ou quoi que ce soit. Puis c'est quelque chose avec laquelle j'ai de la difficulté. Je me dis, j'aime bien mieux que ces personnes-là payent de l'impôt. Très bien. Qui ne payent pas d'impôt. J'aimerais savoir vos réflexions par rapport à ça. C'est ce qu'on appelle le phénomène du positivisme idéologique. Et c'est notamment l'association qu'on va faire souvent entre la légalité et la moralité. Et sauf que c'est deux choses complètement différentes. Une chose est légale ou pas légale, ça n'implique pas qu'elle soit morale. Je prends un exemple très simple qu'on a eu au Canada. Pas parce qu'on a légalisé le fait de consommer du cannabis que c'est bien de fumer du cannabis. C'est deux choses différentes. J'aurais plus ça que la cigarette que le cannabis. Mais... oui, mais c'est pas... En fait, la sanction légale d'une chose ne rend pas la chose bonne ou mauvaise. Ça n'a pas d'implication morale. Donc c'est pas parce qu'une personne... on fait payer de l'impôt à quelqu'un, que la sanction de lui faire payer de l'impôt, ça veut dire qu'on cautionne son business. Je suis entièrement d'accord. La moralité. Ouais. Jay veut juste s'abstenir de tout. Qu'est-ce qu'on parle depuis 10 minutes? Non, mais c'est vraiment simple. Il y a des revenus qui sont générés, on s'impose sur les revenus, point barre. C'est aussi simple que ça. On l'a vu, il y a une entreprise, peu importe. Dès qu'on peut qualifier qu'il y a une entreprise, qu'il y a une source de revenus, on l'impose. Il n'y a aucune qualification supplémentaire. C'est ce que je pense aussi. Et le fait d'imposer un business, ça ne veut pas dire qu'on le cautionne. Effectivement.
effectivement. Je suis d'accord avec toi. Parce que moi, ça m'a pris quelques secondes de faire le lien avec ce que tu venais de dire. Je voulais être sûr avant de dire que j'étais d'accord, que c'était bien, qu'on avait bien dit la bonne chose. Bon. Sur cette note. Bon, on a encore du temps si vous voulez continuer à jaser ou de sujets chauds ou lancer une controverse relativement aux activités criminelles. J'ai aucunement envie de lancer une controverse sur l'activité criminelle régionale. Non, mais après, par exemple, la déduction des dépenses, on peut penser souvent à des cas un peu... toujours un peu graves, mais... alors je vais être très imprécis dans le truc, mais je me souviens d'une jurisprudence où parfois c'était juste une vieille dame qui avait un peu monté un business non déclaré d'aide aux aînés. Elle n'avait pas une mauvaise intention. Son entreprise était illégale, tu peux pas faire ce genre de choses, mais elle n'était pas mal intentionnée. Et donc, naturellement, on lui a permis de déduire ses dépenses. Et le juge a d'ailleurs été plutôt conciliant dans la reconnaissance de ses dépenses. Ça, on pense au baron de la drogue, mais c'est pas forcément le cas. Les ventes pyramidales. Les gens qui se font embarquer dans des ventes pyramidales, les combines de Ponzi. Où ce que les gars, venez avec moi, vous donnez 500$, vous trouvez 3 personnes, vous leur demandez toutes 500$, eux trouvent 3 personnes, vous demandez toutes 500$, puis écoute, là, moi, je vais faire plein d'argent. Vous allez vous retrouver dans le troupe, mais vous allez faire plein d'argent. Et plus vous trouvez des gens... L'argent, c'est si tu trouves des gens. Oui, c'est ça, mais plus tu trouves des gens, puis plus tu fais de l'argent sur leur tête, etc. Est-ce que c'est imposable? Parce que la combine est illégale. Bien sûr que c'est imposable. Mais oui, mais si tu te fais embarquer dans une combine de Ponzi, tu sais, exemple, c'était qui c'est pas Madoff, qu'il y a plein de monde qui ont été avec lui, puis que c'était justement une grosse combine pyramidale, mais qu'il y a des gens qui ont vraiment investi avec lui, qui ont reçu des fonds sans savoir que c'est une combine de Ponzi. Est-ce que ça aurait été imposable si tu te fais embarquer dans une combine comme ça, que tu n'es pas au courant que c'est une combine de Ponzi? Non, mais sur papier, ils ont reçu les T5. C'est ça la nuance. C'est que sur papier... C'était aux États-Unis, il n'y a pas... je me rappelle plus c'était quoi, mais je sais que j'en ai vu au Canada où sur papier, il y avait des revenus qui étaient oui, ils ont eu une distribution. Oui, ils ont investi, ils ont reçu un petit peu d'argent. Il y a eu une distribution. Il y a eu des papiers, puis là, mais l'argent qu'ils ont mis, ils l'ont perdu. Ils ont eu une distribution, mais c'était dans les fonds, fait qu'ils l'ont pas nécessairement touché. Exact. Mais ça a été réinvesti dans les fonds. Théoriquement. Ils en ont peut-être sorti un petit peu, mais c'est ça. Mais la plupart étaient réinvestis dans le fond. Est-ce que ça devrait être imposé? Pour ceux qui ont bénéficié du système, oui. Oui, mais même s'ils n'étaient pas au courant. Ils n'ont pas nécessairement bénéficié du système. Ceux qui recevaient des distributions, qui n'ont jamais touché à ces distributions-là, qui ont tout perdu, devaient s'imposer annuellement. Ah, donc double... OK. Puis ça crée problème après pour prouver la perte et tout. Double perte, ouais. Ouais, c'est excessivement difficile pour les gens qui se font prendre là-dedans, d'un point de vue fiscal. Même d'un point de vue fiscal. Je parle pas de celui qui en bénéficie ultimement. Oui, mais le problème, c'est qu'ils se sont imposés, ab initio, ils se sont imposés à la base. Oui, exact. Donc ça aurait impliqué que l'administration fiscale revienne sur les cotisations qu'elle avait préalablement établies et qu'elle fasse un geste envers ces personnes-là. Ça me paraît compliqué, administrativement. Mais honnêtement, les administrations fiscales pour un particulier se laissent 10 ans en arrière pour venir corriger. Si c'est au bénéfice du particulier, donc c'est... Non, mais c'est pas le fait qu'elles ne peuvent pas le faire, c'est que je les vois mal le faire. Ou accepter le redressement, bref. On n'aura pas le temps du débat aujourd'hui, puisque vous connaissiez la question. J'avais très hâte de vous la poser. Mais on va se reprendre. Surtout que ça va être très intéressant de vous entendre débattre. Je vous remercie, messieurs, pour vos commentaires. Je trouve ça très pertinent, très formateur. C'est pas mal tout. Merci encore pour votre temps. Et sur ce, bien, on vous dit à la prochaine fois.